Eh bien, écoutez, nous allons démarrer ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle session aujourd'hui consacrée au thème de l'hypnose dans le domaine de l'imagerie médicale et de la radiologie. Alors, on va s'intéresser ce soir à ces thématiques et le lien qu'il peut y avoir entre l'hypnose et l'imagerie médicale et comment l'hypnose peut être utile dans ce type de contexte. Donc, pour répondre à cette question, nous avons ce soir le plaisir d'avoir avec nous Véronique Boutet et Yannick Kowalski, qui sont tous deux formateurs à l'Institut français d'hypnose. Véronique est médecin radiologue et Yannick manipulateur en radiologie à Nancy. On va détailler tout à l'heure un petit peu leur profil. Alors, l'idée ce soir, c'est de faire une présentation synthétique de la thématique, puis un temps sera consacré aux questions-réponses avec les intervenants. Ce webinaire sera également disponible en replay sur notre chaîne YouTube, dont vous trouverez les coordonnées sur notre site internet, donc hypnose.fr. Donc, très rapidement, pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'Institut d'hypnose, quelques éléments synthétiques. Donc, l'Institut français d'hypnose a été créé par un professeur en psychologie, Didier Michaud, il y a 33 ans, en 1990. Et Didier Michaud était un des précurseurs qui a contribué à l'essor de l'hypnose à vocation thérapeutique en France. Les programmes de l'IFH sont spécifiquement conçus pour les professionnels de santé, donc exclusivement. Ils s'appellent les professions médicales, paramédicales, et également les psychologues et les psychothérapeutes. Tous nos formateurs sont également des professionnels de santé en activité qui viennent partager leur savoir avec leurs pairs. L'éthique est également une dimension très importante. Chaque participant s'engage à respecter notamment notre charte éthique qu'il signe à son inscription. Et donc, la pédagogie que nous avons mis en œuvre depuis plus de 30 ans est déployée à la fois en établissement de soins et également auprès des professions libérales. Toujours de manière très synthétique, donc, nous avons différents programmes de formation qui ont été conçus en fonction des professions des participants, en fonction des objectifs de formation, également en fonction du temps disponible par les participants. Donc voilà, vous avez tous ces éléments sur notre site internet si vous voulez plus de détails. L'idée, c'est de vous présenter une vision très synthétique. Et également pour rester en contact, donc notre site internet hypnose.fr, Facebook, LinkedIn et notre newsletter. Les intervenants ce soir, oui, je reçois les premières questions, donc c'est parfait. Les intervenants ce soir, donc nous avons Véronique, donc, qui est médecin radiologue. Véronique exerce au Centre de lutte contre le cancer François Baclès à Caen, également en libéral dans plusieurs établissements en Normandie. Et donc, Véronique est particulièrement pointue sur les questions de scénologie et d'imagerie de la femme. Comme je le disais en introduction, elle fait partie de notre équipe de formateurs, notamment sur le cycle hypnose et imagerie médicale. Pour sa part, Yannick est manipulateur en radiologie au centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Il travaille en ostéo-articulaire. Il a également une expérience en urgence, au scanner, en IRM et en interventionnel. Et donc, Yannick fait également partie de l'équipe des formateurs dans la formation hypnose et imagerie médicale. Bonsoir tout le monde. Alors, écoute Yannick, peut-être veux-tu nous présenter un petit peu les différentes branches déjà de l'imagerie médicale et qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme un petit peu général? Oui, bien sûr. Merci Renan. Merci à Renan de m'avoir lancé le défi de parler seulement d'hypnose en moins de 30 minutes, parce que je pourrais en parler des heures et des heures. Alors, l'hypnose, l'imagerie médicale, ça se rencontre dans différentes branches parce que au début, je pensais que c'était réservé que à certaines personnes, mais ça touche tous les corps de métier, tous les manip radio, tous les radiologues, peu importe un petit peu leur spécialité. Par exemple, ça a sa place en imagerie, très bien en imagerie conventionnelle. Ça peut avoir sa place pour la prise en charge d'un patient, que ce soit aux urgences ou pour d'autres gestes soit douloureux, soit anxieux, parce qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais la place de l'hypnose, elle prend tout son sens quand on veut prendre en charge un patient, tant dans tout le domaine où il est très anxieux, que ce soit par rapport aux résultats, ou bien par rapport à toutes les imaginations qui peuvent se faire par rapport à ce qui leur attend, par rapport à la douleur notamment. Euh,
On a ces mêmes problématiques, par exemple en imagerie en coupe, hein, que ce soit en scan ou en IRM, parce qu'au scanner, il y a toujours ces appréhensions par rapport soit aux résultats, soit au suivi, soit aux poses de perfusion. Une simple, pour nous, c'est une simple pose de perfusion, mais chaque personne a son vécu et parfois une simple pose de perfusion peut être un défi. Et cette formation en hypnose, elle permet d'appréhender ça d'une toute autre manière. Et en IRM, ben, ça peut être pour la prise en charge notamment de gens claustrophobes, et il y en a quand même beaucoup. Ils se manifestent des fois au dernier moment. En imagerie interventionnelle, je pourrais en parler très très longtemps, mais il y a tout un panel de techniques hypnotiques qui sont très utiles pour notamment la prise en charge de la douleur, qui peut très bien se combiner aussi à une prise en charge de gens qui viennent de l'ambulatoire. On peut imaginer différentes biopsies, vertébroplasties, et j'en oublie plein d'autres. On ne va pas oublier tous nos collègues qui travaillent en médecine nucléaire. Je pense notamment en particulier au PET scan avec les temps d'acquisition qui sont assez longs, et puis les patients à qui on demande de… Tu me stoppes sur le temps, Ronan, si je vais trop loin. Oui, oui, non. Bah, alors, Au PET scan, où les patients peuvent être douloureux et à qui on impose des temps d'examen qui sont très longs. Et pareil, il y a plein de techniques hypnotiques qui peuvent nous aider. Et enfin, je balaye un peu succinctement, hein, j'oublie sans doute plein de choses. En radiothérapie, ça peut être une aide précieuse pour les patients. Je pense aux poses de masque, aux poses de sonde nasogastrique, plein d'autres choses. Et bien sûr, tout ce contexte quand on rentre dans un schéma de soins. mm. Ok, très bien. Donc, on voit, c'est vrai qu'il y a ces différentes branches au-delà du terme de radiologie qui nous fait souvent penser à une radio des poumons ou d'un membre fracturé. Mais c'est vrai qu'il y a toutes les autres dimensions, donc avec la dimension diagnostique, également la dimension interventionnelle. Et sur ces différentes dimensions, il peut y avoir une utilité à utiliser l'hypnose. Alors, donc là, on a parcouru les grandes branches. Donc, logiquement, en regard, il y a différents métiers. Alors, on balaye. Alors, un certain nombre d'entre vous sont déjà tout à fait au fait de ces différents métiers, mais il y a peut-être également des personnes parmi vous qui sont patients. Donc, peut-être un petit rappel de ces différents métiers, Yannick? Oui, bien sûr. Merci Ronan de me donner la parole. Et puis, c'est vrai que parler de l'hypnose on va survolons, disons, c'est un challenge, mais on va tenir. Donc, les métiers de l'imagerie médicale, vous les connaissez sans doute, hein, de la radiologie, de l'imagerie en général, bien sûr, recouvrent toute la dimension radiologique, hein, bien sûr, avec l'imagerie en coupe, etc. Évidemment, sans oublier la médecine nucléaire. Donc, dans ces applications, on peut très bien utiliser l'hypnose pour gérer les douleurs, l'angoisse et des examens dans des configurations où on peut rencontrer de la claustrophobie, comme en radiothérapie. Les radiothérapeutes, je pense notamment avec l'utilisation des masques lors des séances de radiothérapie dans toutes les carcinomes ORL, etc., où vous savez bien qu'il y a une dimension anxieuse extrêmement importante. Donc, l'hypnose est un outil absolument très, très intéressant. Bien sûr, les médecins ne peuvent pas travailler sans leur équipe de manipulateurs en radiologie ou en radiothérapie. Et il est vrai que ce soit en radiologie ou en radiothérapie, on peut les utiliser dans plusieurs domaines, justement pour travailler notamment soit sur, on l'a déjà dit, sur l'angoisse, les douleurs, les phobies, la claustrophobie, et également pour les manipulateurs, bien sûr, en médecine nucléaire, notamment dans le TEP scanner, comme Yannick vous le décrivait tout à l'heure. Tout à fait. Merci Véronique. Alors, on a préparé quelques exemples du coup, alors qui vont compléter ce que Yannick et Véronique ont déjà annoncé, mais qui sont des exemples assez classiques. Alors, en imagerie conventionnelle, alors je vous laisse peut-être détailler, hein,
Yannick et Véronique, bon là c'est un exemple Oui, bah, par assez… exemple, oui, oui, bien sûr. Alors, par exemple, en imagerie conventionnelle, moi, j'utilise maintenant toutes les techniques d'hypnose dans toutes les branches hein, qu'on a pu, qu'on a pu un petit peu citer. Je pense notamment à la prise en charge d'un patient aux urgences, que ce soit sur des radios de poignet, des radios de coude. On connaît les difficultés de positionner, par exemple, quelqu'un avec un coude cassé, avec les incidences qui sont demandées par les chirurgiens orthopédiques et autres. Et là, les techniques hypnotiques ont une place très forte, très importante, et avec une mise en place de temps très très faible. C'est là où on reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est là où ça a tout son intérêt. En imagerie en coupe, en scanner, bon, par exemple, moi, pour les poses de perfusion ou pour des gens qui ont peur d'annonces diagnostiques ou de choses comme ça, et surtout pour la prise en charge de patients anxieux avec l'appareillage d'IRM et les claustrophobes. Voilà, c'est quelques exemples auxquels je pense. En imagerie internationale, j'ai une expérience de prise en charge de vertébroplastie où les gens ont, en plus du confort de prise en charge médicamenteuse, j'apporte ce confort supplémentaire. Véronique, elle, a une grande expérience sur la prise en charge pour les biopsies du sein. Et je pense également, comme je travaille en service articulaire, tous les gens qui viennent passer une arthrographie, notamment une arthrographie de poignet, où ça reste un moment qui n'est pas particulièrement agréable. Et là, j'essaie de leur offrir un confort supplémentaire. Il y avait Merci. d'autres Alors, exemples. Oui, la médecine nucléaire. Véronique, tu voulais peut-être en parler? Non, bah, par exemple, la médecine nucléaire, c'est vrai que quand les temps sont longs, notamment le TEP scan, les injections, l'angoisse du résultat également, c'est vrai qu'on peut surfer, je dirais, sur le temps, finalement, en relativisant le temps par des trans, enfin, par des inductions hypnotiques tout à fait adaptées, ou par simplement, on dira quelques mots ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, c'est-à-dire que vous allez avoir une façon de parler aux patients qui vont leur permettre aussi de se déconnecter partiellement du temps présent pour que, par exemple, l'examen soit plus court et mieux vécu. d'accord, très bien, merci. Hop là. Et en radiothérapie? Ben, en radiothérapie, on se souvient tous de nos stages de radio où on a vu les Mm. poses de masques et on ne voudrait pas être à la place des patients, sauf que les patients, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de subir ce moment-là. Et là, l'hypnose permet de vivre le moment, comme a dit Véronique. Hein, il va y avoir tout un, on va permettre aux patients d'un peu s'évader et de pouvoir vivre ce moment tout à fait autrement et ne pas les traumatiser. Surtout qu'il y a et la pose du premier masque, mais ils vont devoir venir régulièrement. Je parle de ça, je parle aussi de la douleur, surtout qu'au fur et à mesure des séances, avec en plus les autres traitements concomitants, il y a quand même toute cette prise en charge de la douleur, et toutes ces techniques hypnotiques peuvent vraiment être un plus. Moi, j'aime bien dire que c'est un plus, ça supplantera jamais les prises en charge qu'on propose, mais on apporte un confort, un confort et aux patients, mais on va en parler aussi à l'équipe. Très bien, merci. Alors, peut-être quelques éléments pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas bien l'hypnose sur ce que c'est et comment ça fonctionne. Alors en fait, bon, on pourrait parler longtemps, mais pour, je dirais, faire très court, bon, l'hypnose, vous savez, enfin, c'est un état de conscience en fait qui induit une absorption de l'attention. Hein, on diminue l'attention et en fait, on va se concentrer sur je veux dire, comment dire, on va dissoudre l'attention pour diminuer la conscience. Hein. Donc, c'est caractérisé par une plus grande capacité à être réceptif aux suggestions. Et là, vous pouvez suggérer, par exemple, un voyage agréable, vous pouvez suggérer des images mentales. Donc, l'hypnose, c'est un phénomène tout à fait naturel, hein, puisque c'est banal et naturel, que nous possédons tous, en fait,
et le mode de fonctionnement de notre cerveau va permettre de nous extraire en fait de la réalité. Par exemple, quand on a tous suivi une conférence ennuyeuse, etc., et une partie de votre cerveau est là, et une partie de cerveau va partir, soit sur votre bateau, soit dans votre cuisine, soit avec votre enfant, etc. Donc, on peut se dissocier nous-mêmes. Donc, l'hypnose est tout à fait un état naturel. C'est aussi un état de rêverie, comment dire, de concentration. Par exemple, on peut être captivé, comme vous êtes captivé par un livre ou quelque chose, qui va vous mettre finalement à l'écart de ce qui se passe autour de vous. Donc, c'est en fait une partie de soi est ici et une partie de soi est ailleurs. Donc, c'est cette fameuse dissociation que l'on obtient en hypnose, soit parlée, conversationnelle, soit l'hypnose plus profonde, c'est-à-dire quand on obtient une transe en hypnose. Et en fait, donc tout cela va être facilité aussi par l'introduction de suggestions. L'hypnose n'est pas un sommeil. Ça, vous avez dû peut-être déjà être curieux, mais en tout cas, ce n'est absolument pas un sommeil, c'est un état de conscience modifié. Et tout patient peut bénéficier d'une hypnose. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'hypnosabilité. C'est vrai qu'il y a des patients peut-être un petit peu plus sensibles que d'autres, mais globalement, tout le monde, sauf bien sûr Bon, il y a quelques, quelques limites. quelques contre-indications. Bon, c'est notamment les patients psychotiques. Après, il va y avoir quelques Voilà, cas où il y a pour les surdités, où ça va être un petit peu difficile de mettre des choses en place. Voilà, je pense à ça. Mais sinon, les patients réfractaires, c'est juste aux praticiens de trouver la bonne clé. Des tout à fois, on fait. trouve pas la bonne clé. C'est pas qu'on n'est pas hypnotisable. Il faut simplement qu'il y ait une. C'est pour ça que c'est un travail de relation avec le praticien. Et j'aime bien dire le mot praticien parce que l'hypnose n'est pas un métier, c'est une compétence supplémentaire. C'est-à-dire que quand on forme les gens, on leur donne pas un nouveau métier, on leur apprend une compétence en plus qui va leur servir dans leur métier. Donc, Tout à un fait. manip-radio reste un manip-radio, mais qui fait de l'hypnose dans son champ de compétences. Et ça, c'est quelque chose auquel l'Institut français d'hypnose tient et on aime beaucoup cette éthique et on se permet de le souligner. Donc, l'hypnose est un phénomène donc, naturel. Euh, Tout le monde est réceptif à des niveaux éventuellement différents. Il y a une adaptation nécessaire effectivement du praticien vis-à-vis du patient. Et effectivement, les techniques correspondent à une compétence additionnelle qui viennent enrichir les compétences naturelles d'un professionnel de santé. Et donc, il y a deux domaines, le phénomène dont parlait Véronique tout à l'heure de dissociation, permet d'être là et en même temps ailleurs. On trouve deux domaines d'application, l'hypnoanalgésie, donc la gestion de la douleur, et l'hypnothérapie, et donc là qui est adaptée des professionnels comme les psychologues, les psychiatres et les psychothérapeutes. Et tout le monde peut bénéficier d'une séance d'hypnose, mais bien sûr, l'hypnose est un outil de soin, hein, c'est un outil, donc il faut vraiment l'utiliser dans le cadre de ses compétences. Ça, c'est très, très important. Et puis, on doit demander l'accord du patient aussi, hein. Donc, ça me. Alors après, c'est votre façon à vous de l'expliquer, mais je pense que c'est important aussi de demander son accord, de dire peut-être dans certains, on peut parler aussi de détente, etc. Mais voilà. Et les séances d'hypnose aussi peuvent être collectives, bien sûr, hein, ça c'est. Très bien, merci. Alors, Alors, juste un oui, mot, peut-être dans le terme communication thérapeutique, qu'il n'y ait pas de confusion, sans faire, parce qu'on pourrait en parler toute la journée de la communication thérapeutique, mais euh, en fait, qu'est-ce que c'est que la communication thérapeutique? Il faut être au moins deux, c'est-à-dire il y a le patient et il y a le praticien qui va utiliser en fait des techniques de communication verbale et des techniques de communication non verbale pour induire en fait une transe hypnotique chez votre patient dont on attend des bénéfices thérapeutiques. Donc, par exemple, en hypnoanalgésie, ça fait partie de l'hypnose accompagnée. Donc, ça, c'est aussi des notions très importantes d'alliance thérapeutique. Vous ne pouvez pas faire d'hypnose si vous n'avez pas cette alliance thérapeutique entre le patient et vous-même.
Merci. Alors, au final, quel est l'intérêt pour les différentes parties prenantes, en quelque sorte? Donc déjà, le patient. Alors, Bien Véronique? sûr, voilà, le patient, parce que, évidemment, il y a une souffrance. Je veux dire, on ne fait pas d'hypnose par hasard. Donc, parce qu'il y a une demande et il y a une souffrance. Cette souffrance peut être l'anxiété, peut être l'angoisse, peut être la peur de la douleur, peut être la claustrophobie, peut être la phobie, peut être une résurgence de représentations d'images mentales négatives qui vont faire que l'on va peut-être paniquer ou un inconfort extrêmement fort qui, voilà. Donc, il y a un intérêt pour le patient et avec cette alliance thérapeutique. Très bien. Et aussi, je trouve que ce qui a un intérêt, comme on l'a dit, c'est qu'on crée une alliance avec notre patient et on lui redonne un autre rôle. Et plutôt que de subir un soin ou un parcours de soins, il va y avoir un rôle un petit peu participatif et ça peut redonner du sens au patient pour vivre son parcours de soins ou même un simple un soin en one shot, on va dire. Ça va lui permettre d'avoir tout un autre vécu et c'est aussi ça un des intérêts. Et un des intérêts, c'est également pour le praticien, celui qui pratique, bon, va retrouver un rôle. Déjà, il va se préserver parce que grâce à toutes ces techniques de communication qui sont déjà le socle avant même de faire de l'hypnose, euh, tout, il est préservé parce qu'il va être un petit peu en économie d'énergie, parce que ce qu'il va faire, c'est n'est pas juste demander au patient, par exemple, de souffler, et puis ça ne sert à rien. Parfois, ça a ses limites. Donc, moi, je trouve que l'intérêt, c'est aussi pour que moi, quand je prends en charge des patients, je me sens nettement moins épuisé professionnellement parce que c'est plus efficient. Toute cette communication et toute cette prise en charge, parce que je ne fais pas 100% de mon temps de l'hypnose, ça donne un rôle gratifiant, parce que pour une fois, au moins, les gens, à la fin d'un soin, ils peuvent, des fois, ils disent souvent merci. Et puis, je me préserve aussi parce que j'ai appris à faire de l'auto-hypnose. Et puis, bon, on parle beaucoup du burn-out et tout ça, mais ça frappe quand même beaucoup de gens. Et l'auto-hypnose a été prouvée pour son rôle bénéfique pour la prévention du burn-out. Donc, c'est gagnant-gagnant. Et enfin, l'établissement, il y gagne un petit peu parce que ça peut être une pub un petit peu, j'aime pas ce mot, mais bon, voilà, ça permet de faire un petit peu de pub pour l'établissement, pour faire un petit peu de recrutement. Il y a également une meilleure prise en charge qualitative, notamment de l'anxiété, qui est pas. On code beaucoup la douleur, mais on code moins l'anxiété, et je pense que ça fait partie dans des questionnaires de satisfaction qui peuvent revenir où il y a un vrai bénéfice pour un service qui propose ce genre de prestations supplémentaires. Et enfin, quand on sait qu'il y a un patient claustrophobe, par exemple en imagerie, en IRM, si on le sait un petit peu en avance, ça va nous permettre de le prendre en charge avec l'hypnose et ne pas avoir un temps machine vide parce qu'on aura juste pris un petit peu en amont les choses et puis on va pouvoir faire bénéficier aux patients cet examen sans perte de temps machine, parce qu'on a tous un petit peu ces pressions de temps. Alors ça va nous amener, merci Eric, merci Véronique. Alors ça va nous amener à une des questions classiques qui est souvent posée par rapport à l'hypnose de manière générale et notamment en imagerie médicale. C'est la question du temps nécessaire à la pratique de l'hypnose. Alors, est-ce que vous auriez des commentaires, Yannick et Véronique, sur ce sujet? Est-ce que l'hypnose prend du temps? Véronique, elle prend du temps. On investit notre temps, on l'investit autrement, mais si ça prenait trop de temps, j'aurais arrêté d'en faire. On m'aurait demandé d'arrêter d'en faire. On a mesuré mes temps de prise en charge en imagerie, notamment sur des prises en charge en vertébroplastie, les gestes qui sont faits par les radiologues, parce que j'ai oublié de parler des radiologues, mais quand je fais un accompagnement hypnotique, le praticien qui, lui, fait son geste, à la fin de l'examen, il a travaillé dans un environnement nettement plus serein. Et quand j'ai parlé du professionnel, j'ai oublié de les mentionner, mais eux aussi, ils gagnent. Et ils y gagnent parce qu'un patient qui bouge moins pendant son geste, eh ben, on y gagne quand même sur le temps de notre geste. Donc non, je ne perds pas de temps en interventionnel.
Et en IRM, bon, il faut s'organiser un tout petit peu avec des convocations un petit peu plus tôt, mais il n'est pas nécessaire ça ne prend pas beaucoup plus de temps que de prendre quelqu'un en charge en IRM. Ça demande une certaine réorganisation, c'est certain, mais il n'y a pas de temps machine vide en tout cas. Et une personne parmi les participants précise qu'effectivement, le cadre est plus paisible. Voilà, Oui, parce bien que, entendu. tout à fait. Parce que c'est vrai que par expérience, en fait, il faut sensibiliser toute l'équipe. Hein, je veux dire, et finalement, on apprend à avoir une approche différente, dans un cadre différent. Et finalement, on pense au départ perdre du temps, mais avec l'expérience, je dirais qu'on gagne plus de temps. Bien sûr, et puis il y a des temps, il y a certains temps morts en imagerie interventionnelle, enfin des temps d'habillage, des temps de badigeon, des choses comme ça qui peuvent être mis à profit pour mettre en place plein de choses en termes d'induction hypnotique, par exemple. Très bien. Alors effectivement, donc ce qui est intéressant par rapport à ce que vous dites, c'est que donc il y a un certain nombre de bonnes pratiques pour qu'un projet fonctionne bien. Vous avez parlé tous les deux de manière différente, mais d'une forme d'investissement. On passe du temps, mais au final, on le gagne par ailleurs. Et toi, Véronique, tu parlais comment dire, la sensibilisation de l'équipe, parce que c'est vrai que c'est un travail aussi d'équipe qui, Bien sûr. quand il est mené de cette manière, permet d'aller plus loin dans la prise en charge du patient. Et ce qui est important aussi dans la sensibilisation de l'équipe, enfin moi c'est ce que j'avais fait au départ, c'est d'aller chercher à un moment donné où il y a une démonstration en hypnose, finalement d'aller chercher pas tout le monde d'un seul coup, mais de sensibiliser l'équipe un par un, qu'ils voient, qu'ils objectivent. Et après, à partir du moment où l'hypnose est objectivée, les personnes vont changer de comportement. Voilà, ça me paraît très important. Merci. Alors, également, le temps, la question du temps, elle se pose par rapport au fait que les établissements sont parfois assez tendus en termes d'effectifs. Et donc, est-ce qu'il faut beaucoup de temps pour se former à l'hypnose ou pas? Pas. Non, il faut 3 fois 2 jours et puis un jour complémentaire avec des temps d'intercession. Donc, ça ne peut pas dire 7 jours d'affilée, ce qui permet aux établissements de libérer plus facilement du personnel qui a besoin de se former. Et, en 7 jours, on acquiert les outils, parce que Véronique parlait d'outils, les outils nécessaires à une pratique. Bien entendu, c'est plus simple quand il y a un projet de service, mais il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui travaille tout seul de son côté à faire de l'hypnose. Il faut qu'il y ait, on travaille de toute manière, on a l'habitude à l'hôpital de travailler en équipe, donc ce travail d'équipe continue. Et voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. Eh Tout à bien, fait, on a des outils que l'on apprend en donnant des outils. Et ensuite, l'essentiel, c'est de mettre en pratique tout de suite. Et c'est pour ça qu'on fait énormément de pratiques pendant ces formations. C'est absolument fondamental. Et puis, c'est surtout de pratiquer tout de suite et de ne pas avoir peur, parce qu'on a nos propres résistances et on a toujours des bons moyens pour ne pas finalement se lancer. Donc, je crois que vraiment avec des messages forts et surtout beaucoup de pratiques d'exemples pendant cette formation, on peut tout à fait gérer après des situations nouvelles avec des outils. Et puis, ce qu'il faut aussi pour rassurer tout le monde, finalement, ce n'est pas vous qui travaillez, c'est le patient. C'est-à-dire c'est le patient qui a ses ressources propres. Vous allez, avec des techniques, identifier ses ressources. Vous allez utiliser ces ressources pour permettre au patient, finalement, de faire lui-même son travail d'imaginaire et de dissociation. Donc, ne soyez pas affolés. Finalement, tout le monde est capable de faire de l'hypnose. Au départ, il faut être rigoureux, il faut y avoir un cadre que l'Institut français d'hypnose vous donne, que nous donnons à travers d'exemples. Et ensuite, ce sont les patients qui vont vous conduire vers un chemin à chaque fois très personnel, très personnalisé pour la situation, le problème donné. Mais finalement, les patients vous donnent les clés. Ça, c'est important aussi. Donc, soyez rassurés. Les patients vous donnent les clés. Et nous, on vous en donne un petit peu. Parfait, merci. Alors,
Je consulte les différentes questions. Alors, vous avez répondu au fil de vos échanges à un certain nombre de ces questions. Une personne nous demande si vous disposez de scripts tout prêts pour gérer, par exemple, la claustrophobie en IRM. Est-ce que l'hypnose, ça marche comme ça? Véronique, elle vient de répondre déjà à la question. Non, parce que chaque patient est différent. Alors, on peut avoir peut-être ce qu'on appelle la même induction hypnotique, mais ce n'est pas pertinent d'utiliser la même induction hypnotique parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si on a une seule clé pour tout le monde, ça ne va pas fonctionner. Donc, dans notre carquois, on a plusieurs flèches. Et non, heureusement, je n'ai pas qu'un seul script. Je m'adapte et c'est un travail à deux avec le patient. Et je vais faire pas avec ce que moi je lui propose parce que c'est pas ce qui est le plus pertinent. J'attends, on échafaude ensemble quelque chose avec le patient et on monte un truc autour de lui et de son histoire et de ce dont il a besoin. Donc, il y a des livres avec des scripts tout faits, ça marche assez peu. Ça marche assez peu. Ça peut rassurer un peu au début, mais ce n'est pas toujours ce qui fonctionne le mieux. Voilà, exactement. Comme dit Yannick, évidemment, vous pouvez avoir tous les scripts que vous voulez. Après, au départ, si ça vous rassure, vous pouvez. Mais vous allez voir très vite, c'est ce que je vous disais, que vous allez suivre le patient, ses ressources, sa problématique, ses représentations, son imaginaire. Imaginons que il adore conduire des tracteurs. Et ben, vous allez prendre dans ces ressources, finalement, peut-être le contrôle d'un véhicule, etc., pour aller vers un chemin difficile pour lui. Donc, vous allez de toute façon utiliser ces ressources. Donc, et après, vous allez pouvoir broder finalement sur les éléments que vous a donné le patient pour aller plus loin. Ça fait effectivement. Alors, c'est pas l'idée, c'est pas d'appliquer des recettes toutes prêtes, hein, comme disaient Yannick et Véronique, mais en revanche de s'approprier la mécanique pour ensuite pouvoir la déployer dans tout type de situation avec tout type de patients. Et c'est d'ailleurs pour ça que les programmes de formation sont prévus avec des intercessions. Il y a 3 modules de 2 jours, plus un dernier de 1 jour, espacé d'1 mois, ce qui fait que vous recevez de la matière, des contenus, ensuite vous allez vous retourner sur le terrain, mettre en pratique. Donc, vous allez expérimenter, revenir voir à la fois le formateur ou la formatrice plus vos pairs. Et donc, forcément, de ces échanges vont naître encore un enrichissement, va naître un enrichissement, etc., le long des modules. Et donc, il y a une appropriation qui se fait et qui est beaucoup plus riche que la simple lecture d'un script que vous auriez lu dans un livre, par exemple. Voilà comment ça fonctionne au niveau également pédagogique. Très bien. Alors, peut-être une dernière question ou deux. Une personne demande si les personnes ayant des troubles cognitifs, personnes âgées ayant des troubles cognitifs, peuvent être accompagnées également avec l'hypnose en radiologie. Oui, Yannick. Oui. Alors, on va peut-être pas. On va faire des choses plus simples, comme pour une prise en charge d'enfants, parce qu'on n'a pas parlé de la pédiatrie, mais on peut très bien proposer de l'hypnose à des enfants très petits. Et avec des techniques plus simples, plus rapides. On n'ira peut-être pas dans des transes aussi profondes ou des choses comme ça, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Ce n'est pas la profondeur de transe qui apporte forcément quelque chose. Hein. On a juste besoin d'un outil en plus pour apporter un confort en plus. Donc, il faut voir le degré, bien entendu, cognitif. Il faut qu'il y ait un minimum, comme l'a dit Véronique, il faut qu'il y ait un travail à deux. Donc, il faut quand même que le patient il réponde à minima, mais on peut quand même, il y a certaines techniques qui existent pour pouvoir calmer les patients, même avec des troubles cognitifs plus ou moins importants. OK. Alors, deux. En coronographie, oui, c'est comme en interventionnel. Je vois des questions passer. Hein. En coronographie, bien sûr, hypnose et sophrologie, même but, mais on fait la même chose, mais pas de la même manière. On a tous un cycle commun, mais voilà, c'est différent. La sophrologie, il y aura pas de. On utilise, comme l'a expliqué Véronique,
le principe, c'est de dissocier le patient, comme ça il a accès plus facilement à ses ressources, parce que par ces mécanismes d'anxiété ou de peur ou autre, il n'arrive pas à avoir accès à ses ressources. Là, une fois qu'on ouvre un petit peu le champ du possible en tout grand grâce aux techniques d'induction hypnotique, eh ben, il a accès à ses ressources. Et là, on peut développer un petit peu tout ce qu'on veut en proposant des suggestions. Ces suggestions qui sont, je fais vite hein, parce que je vois l'heure et tout le monde veut aller manger. Donc, avec ces suggestions qu'on propose, ces suggestions, c'est des suggestions du patient, c'est pas les nôtres. Et la sophrologie, c'est pas le même mode, c'est pas le même mécanisme. La méditation, c'est pas le même mécanisme. La méditation permet d'avoir une sorte de dissociation, mais il n'y a pas de suggestion. Les suggestions, c'est ce que. Mais voilà. D'ailleurs, la bonne preuve, c'est que la cartographie en neurosciences n'est pas la même. Voilà, merci. La cartographie du cerveau en IRM fonctionnel, en neurosciences, n'est pas la même en sophrologie, dans la méditation et dans l'hypnose. Tout à fait. Alors, on approche de la fin de ce webinaire. Merci pour vos questions. On ne pourra pas peut-être pas répondre à toutes. Peut-être une personne nous demande si on peut faire de l'hypnose médicale sans être soignant. Donc, je reprends l'explication tout à l'heure de Yannick et Véronique. En fait, l'hypnose va venir comme un complément. Les techniques hypnotiques vont venir comme un complément à une profession médicale. Par exemple, vous êtes dentiste et vous allez utiliser l'hypnose et donc vous allez mieux accompagner votre patient, et notamment mieux gérer sa douleur et son anxiété. Mais être formé uniquement à l'hypnose ne va pas vous donner la formation initiale de soignant. C'est pas parce que vous êtes formé en hypnose, bien sûr que vous allez pouvoir devenir dentiste. Donc, ça paraît évident avec un métier un peu technique comme la dentisterie, mais c'est également le cas dans l'accompagnement, notamment psychologique. Donc, l'hypnose ne peut pas se substituer à une formation initiale de professionnels de santé physique mentale. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tous. Alors, peut-être petite précision, pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, vous pourrez trouver des informations complémentaires sur hypnose et radiologie sur notre site internet. Ce webinaire sera mis en ligne d'ici quelques jours sur notre page YouTube également. Également une formation, donc la formation qu'animent Yannick et Véronique notamment. La prochaine session aura lieu le 9 mai. Donc, il reste des places. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, c'est possible. Vous pouvez consulter notre site internet hypnose.fr. Et également, en réponse à certaines questions que nous avons eues, pour les patients, l'IFH propose un service qui est complètement gratuit. C'est un annuaire des personnes, des anciens donc professionnels de santé formés par l'Institut français d'hypnose. Cet annuaire est donc accessible directement sur notre site internet. C'est complètement gratuit. Donc, ça permet d'orienter les patients vers des personnes donc, qui ont les qualifications requises pour pratiquer l'hypnose. Et donc, si certains d'entre vous sont anciens, donc ayant été formés à l'Institut français d'hypnose, sachez bien sûr que vous pouvez figurer dans cet annuaire. Il suffit de vous inscrire sur notre site. J'ai vu une dernière question sur la radiothérapie. Alors, une hypnose tous les jours, mais il y a la technique d'ancrage, mais qu'on apprend durant les 7 jours. Voilà, la technique d'ancrage, voilà, c'est un outil que venez, on va vous l'apprendre. Écoutez, merci beaucoup à tous. Merci Véronique et Yannick d'avoir partagé vos connaissances. Et puis, écoutez, bonne fin de journée à tous. Merci. Merci. Au revoir.